Vous écoutez Radio Panique. Bonjour à tous. On va la faire en français, moi j'ai une objection, mais ça va être plus simple pour tout le monde, je pense. Voilà. Et ben bravo Bruno Moral, réalisateur des concerts cliniques. Merci. Et Bruno, est-ce que tu veux nous présenter à tes comédiens? Donc, Rolf Stone Mercure qui joue Zo. Patrick qui joue Patrick. On a gardé le nom, oui, on a vu que ça allait trop bien avec son personnage. Et Annabelle qui devrait être là, mais qui tarde à mon avis, elle est dans la salle. J'ai entendu. Elle dit oui, elle va arriver. Elle arrive. Suspense. Ah, tiens. Ok. Bienvenue, bravo vraiment à toute l'équipe. 10 ans, ça a pris 10 ans à faire Kidnapping Inc. Donc tu as commencé le projet, tu avais 15 ans. Ça prend beaucoup de risques et de challenges de faire un film, quoi qu'il arrive, mais pour toi encore plus. Clairement. Est-ce que tu peux nous en parler en détail? Et surtout, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais lâché après tout ça, après 10 ans, qu'est-ce qui a tenu? Je vais répondre déjà par ça en fait, malgré en fait tout ce qu'on a passé, j'ai raconté un peu déjà. Voilà, il y a eu le kidnapping, il y a eu toutes les difficultés de tourner en Haïti, les équipements qui sont bloqués à la douane pendant une semaine alors que toute l'équipe est déjà là sur place. Je parle de l'équipe étrangère, de tout le monde qui est mobilisé. Et puis après ça, bien sûr, devoir changer tout le calendrier parce qu'on a déjà perdu la première semaine. Il y a aussi les moyens financiers. Tourner en Haïti, on n'a pas vraiment de support, aucune aide financière de l'État ou aucune aide financière tout court. Même les sponsors, ce qu'on appelle vraiment les gens qui mettent une marque dans le film, ils nous ont un peu tous lâchés à la dernière minute parce que, bon, vu la situation du pays, les gens ont autre chose à penser que de faire des films. Et c'est pas, on n'a pas vraiment une culture vraiment de film en fait. Moi, je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire des films, ils m'ont dit ok, c'est ça. On va peut-être apprendre à être docteur ou quelque chose de plus sérieux, quoi. Donc voilà, donc on n'a pas du tout cette culture. Donc il y a bien sûr toutes ces conditions réunies. En plus, comme vous le savez, on a un gros problème de gang. Alors aujourd'hui, ce serait pratiquement impossible de faire le film tout court. C'est-à-dire que c'est juste pas possible parce que là, les gangs ont encerclé tout Port-au-Prince. Donc même de rentrer, sortir les équipements ou quoi que ce soit, c'est juste pas possible, quoi. Et donc voilà, pendant le tournage, on a eu aussi nous-mêmes ce kidnapping qui est arrivé parce que on devait tourner. Alors on a tourné à Port-au-Prince, mais je voulais tourner dans le centre-ville de Port-au-Prince, puisque le centre-ville, malgré que le tremblement de terre a détruit une grande partie, il reste encore des choses magnifiques. Et je voulais tourner dans cette scène-là. Et les producteurs m'ont dit c'est impossible parce que le centre-ville, les gangs ont déjà pris le centre-ville. Donc on s'est dit qu'on va aller tourner dans le sud et on a déplacé toute l'équipe pour tourner seulement cette scène qui est la scène de l'accouchement en fait dans le film. Et on a été tourner ça à Jacmel qui est dans le sud. Et en retournant, bien sûr, c'est à ce moment-là que quand on sort et qu'on rentre de la capitale, c'est là où on a encore plus de chances de se faire kidnapper. Et donc voilà, l'équipe s'est fait kidnapper là, à ce moment-là. Comme je l'ai raconté, ça a été à peu près 8 jours de négociations. On a redémarré le tournage dès qu'ils ont été libérés. Moi, j'avais déjà perdu une partie de l'équipe. J'ai les braves qui sont restés avec nous. Mais Annabelle, elle avait dû partir parce qu'en fait, c'est tombé pile poil au moment où on allait tourner ces scènes. Donc, elle est venue, elle a tourné la moitié de ces scènes. Et puis, elle devait repartir parce qu'elle avait quelque chose, un autre tournage en Belgique. Et donc, nous, on a continué à tourner, mais on n'a pas pu terminer puisqu'on avait les équipements qui étaient déjà, il y avait une date limite, c'est des équipements de Panavision qui ont déjà été un support énorme. Vraiment, ils nous ont bien supportés pendant ce film-là, malgré les retards et tout. Et donc, du coup, il me restait une dernière partie de tournage, c'était vraiment Annabelle, en fait. Et là, je dis, on va... Alors là, on est en 2021. On a déjà tourné une première partie en 2019, une deuxième partie en 2021 et la fin 2021, été 2021, on prépare notre dernière partie, notre dernière 2 semaines de tournage, un truc comme ça.
Et là, on assassine le président en fait d'Haïti, Jovenel Moïse. Et donc là, Annabelle me dit, ben, c'est mort, quoi. Tu peux oublier ça, y a pas... moi je retourne plus dans ce pays-là. Si le président n'est pas en sécurité, personne n'est en sécurité, ce que je comprends. Et là, pour la première fois, malgré tout ce que j'ai passé, c'est là où je me suis dit, vraiment, je pense que je ne vais pas finir le film, quoi. Et ça revient à l'idée, en fait, alors je fais la parenthèse, la question, comment j'ai fait pour tenir, c'est que je me souviens à l'école de cinéma à Paris, le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est... alors peut-être que tous là, vous n'allez pas être cinéaste, mais le peu d'entre vous qui vont réussir, vous devez savoir une chose. Dès qu'on vous donne de l'argent pour faire un film, vous avez intérêt à le finir. Parce que si vous ne le finissez pas, vous n'avez plus de film. Et après ça, c'est fini, la carrière, elle tombe et tu ne fais pas un deuxième film. Donc dans ma tête, j'avais cette hantise de ne pas finir le film. C'est vraiment... quand je dis ça, c'est 3 ans à presque pas dormir le soir. C'est-à-dire vraiment à réfléchir que le film, à faire des cauchemars, qu'il n'y a plus de film, que ça ne va pas se terminer. Et puis là, peut-être je vais donner la parole à Annabelle pour savoir comment finalement elle a décidé de venir nous sauver. Elle est retournée, on a pu tourner en fait les 2 dernières semaines et voilà, on a pu terminer le film. Puis après ça, on a eu encore plein d'autres histoires avec la post-production. Triste à dire, mais la personne qui devait monter le film s'est suicidée. Donc j'ai dû monter le film moi-même. À la base, c'était pas moi qui devais monter le film. Et voilà, enfin, plein de choses. Annabelle, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur toi, puisque tu as vécu quand même le kidnapping en direct. Et puis, ouais. Quelle horreur. Mais je pensais juste à la formulation où tu viens de dire que j'étais venue vous sauver, alors que c'est dingue quand même qu'on dise ça encore, alors que finalement, j'ai l'impression que c'est moi qui ai été sauvée de faire partie de ce film qui a compris tellement de choses. Oui, je pense que c'était impossible à faire comme choix. Hein. C'était impossible. Moi, j'ai des enfants et un mari, etc. Donc je me disais, bon, j'ai déjà pris le risque d'y aller. Il y a déjà eu un kidnapping. Maintenant, en plus, le président est mort. Donc, comment est-ce que je fais le choix d'y retourner? Et où est-ce que je donne? Et en même temps, ça n'avait jamais eu autant de sens non plus. C'est aussi pour ça, je crois qu'on est acteur. C'est pour faire partie d'histoires qui, sans ça, n'existeraient pas. Ouais, tout était aligné, quoi. Non seulement je faisais partie de quelque chose qui avait la possibilité d'exister. Merci. Et en plus, on valorise un engagement, un rêve. Enfin, là, pour le coup, faire du cinéma, ça a du sens. Vraiment. Alors, j'aurais dit non à quoi, finalement? À la sécurité, mais c'est tellement pas sécurisant, de toute façon, d'être un acteur et de faire des films. En fait, c'est ça, je crois. En fait, c'est la question qu'on se repose tout le temps. Quoi. Quel est mon engagement? Ça veut dire quoi, pour moi, de faire un film, à quelque niveau que ce soit? Et si on le fait pour la sécurité, ben on est vraiment mal barre parce que c'est vraiment tout sauf sécurisant à beaucoup de points de vue. Et j'étais absolument épatée, honorée de faire partie de ce film et de l'engagement et du rêve quoi qu'il faut poursuivre. Alors en fait, je pense que c'est ça qu'on a subi pendant le kidnapping, c'est que on a dû s'arrêter et en fait j'ai dû expliquer en fait pourquoi moi je voulais continuer de faire le film en fait après je pensais déjà positivement qu'on allait libérer les gars et en fait c'est que nous on va dire un peu la différence en Haïti c'est que ça fait partie de notre vie en fait le kidnapping donc c'est-à-dire que c'est pris totalement au sérieux et tout mais ça fait partie de notre vie donc on continue à faire en fait notre quotidien avec ça en fait et donc le fait de faire le film on va dire pour nous et pour l'équipe haïtienne, c'était quelque chose qu'on devait continuer puisqu'on avait commencé cette histoire, d'ailleurs qui parle de kidnapping. Donc voilà, c'était notre engagement de terminer le film en fait. Alors tout ça, c'est extrêmement rocambolesque quand même, à l'image de votre film même, et à l'image d'une séquence dont j'avais envie de parler, c'est cette poursuite de nos 2 héros qui essaient de retrouver leur kidnappé. Justement, la scène est frénétique, le montage est fort marqué, mais en même temps c'est très lisible. Il y a cette énergie qui, pour moi, irradie de tout le film. Peut-être parler de justement cette conception, aussi bien à l'écriture que sur le tournage de cette séquence.
Ben, cette séquence, je la voulais très dynamique, en fait. Je la voulais comme elle est. Je pense que je suis quand même très satisfait de cette séquence. Alors, pour la rendre aussi dynamique, bien sûr, et il faut tourner beaucoup de plans dans plusieurs angles. Et déjà, dans mon découpage, c'était comme ça. Je sais que à l'époque, c'était pas Guillaume qui était assistant réalisateur, c'était une première assistante réalisatrice qui était là et qui s'arrachait les cheveux parce qu'on était en train de dépasser en fait le temps de tournage pour avoir ça. Donc c'est vrai qu'on va dire que peut-être qu'à Hollywood, avec le budget qu'on a, on aurait déjà 4-5 caméras, une sur le toit, une sur le côté, une... Nous, on devait faire celle sur le toit, après ça, celle sur le côté, après ça, celle... Et donc refaire la scène à chaque fois. J'ai des comédiens extraordinaires, dont Patrick qui s'est pris un steadicam dans la gueule. Donc on a cru que c'était la fin du monde. Mais donc ils sont, voilà, ils ont J'ai failli perdre l'œil. On a l'image là dans le making of, hein, tout le monde qui hurle quoi. Et moi donc voilà, donc c'était déjà conçu comme ça a été très difficile au tournage, même si je peux dire que les gens dans le bidonville, alors je sais que la production, elle, de leur côté, avait beaucoup de difficultés à gérer le bidonville parce que c'est de l'argent dépensé chaque jour pour les assistants, la régie et tout ça, c'est beaucoup de travail. Moi qui étais à l'intérieur du bidonville, je sais que derrière, ils souffraient beaucoup. Nous, on souffrait à notre manière par le fait déjà qu'on avait une Ronin qui n'arrivait pas à tenir droite. On avait le Steadicam des fois qui ne pouvait pas passer à travers les couloirs. Donc c'était une galère pas possible. Mais les gens, les acteurs se sont presque jamais plaints. Je pense une fois, Samuel, celui qui joue Doc, parce que je crois que c'est toi d'ailleurs, qui t'es pris le gun dans le visage avec la porte qui s'ouvre, qui s'est pris le gun dans le visage avec la porte qui s'est blessé. Et là, Samuel a dit, attends, moi, faut qu'on s'arrête là. Parce que bon, voilà, je crois que tu t'es même, oui, tu t'es blessé. Donc voilà, mais je peux dire quand même, j'ai eu le support de l'équipe, des comédiens qui ont, malgré les dépassements, voilà, on va dire que bon, je fais partie des producteurs. Donc je pense que si j'étais pas producteur, peut-être que on aurait arrêté les séquences un peu plus tôt. Et je ne sais pas si j'aurais pu avoir exactement en fait, le montage que j'ai eu avec le choix au plan que j'ai eu en fait. Voilà. Donc, mais c'était déjà comme ça dans le découpage. Il y avait vraiment beaucoup de plans. Et voilà. Et justement, en parlant de scènes d'action, je pense que tout le monde pourrait être d'accord que tu as un énorme potentiel de possiblement réaliser le prochain John Wick. Si tu te retrouves à Hollywood avec un énorme budget et beaucoup moins de risques, peut-être des risques différents. Oui, des risques différents, des risques psychologiques. Voilà. Il y en a eu beaucoup aussi. Ouais, il y en a eu aussi. Comment est-ce que tu t'imaginerais cette carrière? Est-ce que tu penses qu'un très très gros budget changerait complètement ton approche et ton style? Est-ce que tu voudrais quand même rester proche de tes racines? Mais en fait, alors c'est très probable en fait que je réalise un film à Hollywood parce que en fait j'ai signé avec WME. Le film a été sélectionné à Sundance et depuis Sundance en fait ma carrière enfin j'en ai une, on va dire si on peut dire ça comme ça. J'ai voilà, depuis que j'ai signé avec WME qui est une agence en fait, qui gère les carrières, j'ai rencontré pas mal de producteurs et en fait je reçois des films directement d'Hollywood et des films d'action. Et bizarrement, ce que je peux dire, c'est que les films que je reçois, alors là, j'en ai reçu 5, et les 5 scénarios que j'ai lus, en fait, sont extrêmement violents. Alors, c'est bizarre que je le dise, mais je trouve ça extrêmement violent. Et vraiment, genre avec tête qui explose, des casse le cou, le truc dans tous les sens. Et en fait, bizarrement, j'ai déjà dit non à 2 scénarios. Il y en a 2 que j'ai dit probablement, mais je trouve que la fin ne va pas avec moi du tout. Donc, s'ils sont ouverts à changer la fin, je peux le faire. Et parallèlement, en fait, je présente des projets personnels à ces mêmes producteurs-là, en fait. Donc, potentiellement, on verra ce qui se passe, mais je suis ouvert à une certaine limite, on va dire. C'est-à-dire que c'est vrai que mon film est violent. En même temps, je pense qu'il y a quand même beaucoup de messages dans le film. Et je peux pas, enfin, voilà, John Wick, je ne sais pas si j'aurais réalisé John Wick, en fait. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Non, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une légèreté dans John Wick par rapport au message, c'est vrai. Mais après un moment, je ne sais pas, quoi, en fait. Donc, j'aurais aimé avoir des messages un peu plus forts. Et
Et c'est vrai que, voilà, oui, j'aime le film d'action. D'ailleurs, j'en ai fait un qui, c'était un peu la carrière que je traçais pour moi, c'est-à-dire essayer de travailler à Hollywood. Et parce que oui, je pense qu'avoir plus de budget nous permettrait de faire encore des choses un peu plus grandioses, tout en, je pense, pouvoir passer des messages extraordinaires, comme un grand projet qui est en fait la révolution haïtienne, qui, si on a un gros budget, on pourrait faire quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de personnes ne savent pas, que Haïti est en fait le premier pays indépendant noir. C'est marqué dans le film, donc voilà, un grand projet comme ça serait quelque chose qui nécessite pas mal de budget. Donc voilà. Et tu pourrais mieux payer tes comédiens. Exactement. Tous contents. Alors que justement, par rapport à cette légèreté qu'on peut voir dans certains films, je trouve que l'une des forces du film, c'est cette tonalité qui est toujours entre un humour noir assez poussé, mais également une brutalité assez sèche. L'humour se nourrit du drame, et le drame se nourrit de l'humour comme dans un certain cycle. Est-ce que ça a été dur de conserver justement cette tonalité tout du long, et même notamment au niveau du casting, justement, conserver cette justesse qui parvient à, voilà, à trouver un équilibre fort? Ben, je pense qu'une chose qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est que le scénario est écrit par Samuel, qui joue Doc, un de mes producteurs, Gilbert, et moi, en fait. Donc, on est trois. Et surtout, Samuel et moi, on savait très bien quel type de film on faisait. On connaissait bien notre tonalité. Donc, cet humour noir, en fait, qui est vraiment à la limite du comique, mais en même temps du drame. Et donc, vu que Samuel était en plein dedans et qu'il a écrit le film, lui, il savait exactement où il allait avec son jeu. Rollerton, en fait, a toujours été présent dès le début aussi. Pas exactement dans l'écriture, mais très tôt, il lisait en fait pas mal de scènes. Et en fait, on avait travaillé déjà ensemble, déjà sur Carrefour. Donc en fait, Carrefour, c'est un peu le même genre de film, c'est-à-dire une tonalité, c'est la même chose, quoi. Donc pour mes deux comédiens principaux, je savais, voilà, j'avais aucun doute pour eux. Après ça, pour les autres, ce que je disais à tout le monde, c'est qu'on fait un film sérieux. La mise en scène et les situations peuvent être marrantes, ce qui est exactement le cas en Haïti. Mais tout le monde joue à fond ses objectifs, à fond. Tout ce que vous essayez d'avoir, vous le faites réellement comme si c'est la vraie vie en fait. Donc c'est jouer de manière sérieuse dans un environnement qui, voilà, qui est un peu, voilà, qui est un peu comique quoi. C'est-à-dire, et c'est en fait, c'est ce qui se passe en Haïti, c'est que moi je vois des choses en Haïti, quand je les vois, non seulement des fois je suis choqué, mais j'entends par exemple des gens qui disent des choses, je suis là, mais en fait c'est choquant en même temps, les gens se moquent quoi, ils se moquent parce que ils ont besoin d'une légèreté, je pense, dans leur tragédie de chaque jour en fait, et c'est tellement lourd de vivre là-bas que voilà, les gens ont beaucoup d'humour en fait. Et même quand j'ai commencé à interviewer des gens qui ont été réellement kidnappés, l'histoire par exemple de la rançon qui a été remise à la mauvaise personne, c'est une histoire que j'ai pris réellement. L'histoire du rat, c'est une histoire réelle d'un gars qui a appelé une sorte de hotline pour jouer à la borlette en fait. Et il a dit voilà, en fait j'ai un problème, c'est que j'ai fait un rêve d'un rat comme dans le film en fait, qui est en train de me baiser et je veux savoir est-ce que je suis gay en fait. Voilà, donc les gens m'ont raconté ça et en fait c'est toutes ces histoires en fait qu'on me raconte que j'ai mis dans le film. Donc les gens des fois peuvent dire mais attends c'est poussé, mais en fait c'est la réalité, c'est notre réalité en Haïti en fait. Alors nous on a encore plein de questions, mais sûrement que le public en a déjà. Est-ce que vous voulez vous lancer? Ou sinon, on peut continuer. Non? Ouais, si. Là-bas? J'ai une question sur la scène du téléphone, du bébé. C'était super hilarant. Ça serait possible de raconter un peu plus sur le tournage, parce que je crois que c'était drôle pour les acteurs aussi. À la scène avec le bébé? Avec le bébé, oui. Oui, alors le bébé est seulement dans les 2 plans d'introduction. Et après ça, le bébé revient quand elle a l'arme, en fait. Bon, oui, c'était délicat. Délicat, je me souviens, ma script était en pleurs parce que c'est délicat, en fait, d'avoir un bébé comme ça, c'est fragile. Et je sais que mon assistant réel était vert. Moi, j'essayais d'avancer en fait, et mon actrice en fait, elle par contre était vraiment genre faut y aller, faut y aller, faut y aller.
Donc c'était un peu stressant, je veux dire. Je crois pas qu'il y avait vraiment un moment de fun en fait dans cette partie du tout. C'était super stressant parce qu'on devait tourner rapidement. Moi je trouvais que le bébé était pas assez blanc, alors quand un bébé sort comme ça, il est un peu plus blanc. Donc j'essayais de trouver les détails. Les gens me disaient faut y aller là, faut y aller. Le bébé est en train de gueuler. Bref, c'était assez compliqué. Après ça, tout ce qui est au milieu entre le début et la fin, ça c'est un faux bébé en fait qu'on avait. Et ça aussi, je stressais qu'il apparaissait ou quoi que ce soit. Donc ça se voit peut-être pas, mais en fait j'ai fait en post-production bouger le faux bébé. Donc si vous revoyez le film, en fait il bouge des fois, juste pour donner un peu de réalisme parce que ça me tuait. Moi je voyais là que la poupée en fait, je voyais rien d'autre que la poupée, je voyais même plus les acteurs, je voyais la poupée en fait. Donc voilà, mais oui ça s'est bien passé, je pense, à part que bien sûr voilà quoi, mais c'est ça aussi, tourner en Haïti, c'est aussi les avantages qu'on a, donc tourner à Hollywood. Quand je dis les autres problèmes, c'est que je crois que le timing va être beaucoup plus. Moi, je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps, en fait, et je pense que toute l'équipe en avait marre de moi. D'ailleurs, après le film, quand j'ai retourné en fait des trucs, même quand j'ai été sélectionné à Sundance pour appeler mes acteurs, personne ne me répondait parce que tout le monde pensait que je voulais retourner des trucs. Donc, D'autres questions dans l'audience? Oui, il y en a une devant et une derrière. N'importe. Peu importe. Premier qui attrape le micro. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles de Rihanna? Rihanna est bien, elle est très bien, heureusement. Elle n'a pas laissé sa peau sur le tournage. Devant, là, juste devant. Bonjour. Je veux savoir comment vous avez choisi les acteurs principaux? Alors, ben, Doc, c'était déjà, comme je dis, il faisait partie de l'écriture. Rolafton était déjà aussi casté dès le début parce qu'on avait tourné un film qui s'appelle Carrefour, qui est un moyen métrage qui est en fait le premier jour de Doc et Zo dans le kidnapping. Donc, pour Doc et Zo, c'était déjà, pendant l'écriture, c'était déjà clair. Alors Patrick, pourquoi le personnage s'appelle Patrick? C'est Patrick aussi. Patrick Il s'appelle vraiment en fait. Il a un visage d'ange. Donc pour moi, c'était la personne parfaite pour jouer Patrick. Il faut dire, c'est la façon que Bruno me comprend. C'est parce qu'il est du tout. Mais en fait, voilà, donc... C'est un petit démon. Et donc Patrick aussi, c'était déjà quelqu'un... Alors d'ailleurs, Patrick n'est plus acteur, enfin je ne sais pas s'il a changé d'idée entre temps, mais Patrick n'est plus acteur en fait, donc j'ai dû... Il est pasteur. Alors voilà, le scénario a commencé en 2013, Patrick était toujours la personne qu'on avait choisie, parce que j'avais aussi fait pas mal de pubs avec Patrick, donc je connais Patrick depuis longtemps. Et puis quand on est arrivé au tournage, Patrick nous a dit qu'il n'est plus acteur, qu'il est désolé, mais qu'il ne peut pas tourner le film. Donc j'ai dû négocier avec Patrick pour le faire revenir, et là il a dit ok, ce sera le seul et dernier film que je fais. Donc voilà, c'est son dernier film. Et pour Annabelle, en fait, la petite histoire, c'est qu'on avait une comédienne qui était venue en Haïti. Voilà, on ne s'est pas totalement entendu, malheureusement. Et en fait, je suis dans une agence à Paris et Annabelle est dans la même agence. Et j'ai demandé à mon agence de faire un casting. Donc, ils m'ont envoyé pas mal de vidéos. Et dès que j'ai vu celle d'Annabelle, donc j'étais avec Samuel et Gilbert, les trois scénaristes. Et Annabelle a joué la scène où elle est dans la voiture, où elle parle, elle conduit, elle parle avec Eddie. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Et donc voilà, je crois que peut-être je vais demander une autre. Et Eddie, quand il était mort aussi, quand même, avec un coussin. Voilà, oui, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Annabelle. Donc Annabelle est rentrée en Haïti. Tu es rentré avant, on a fait une première répétition. Alors moi, j'aime bien répéter avec mes acteurs. Qui a d'autres? Ah oui, Eddie. Alors Eddie, bon, s'il était là, ça aurait été bien. Parce que Eddie, c'est un personnage assez spécial. Alors Eddie, c'est que pour moi, alors, un peu comme Patrick. Alors Patrick, il n'a pas le tempérament de Patrick, mais il avait le visage de Patrick. Eddie, en fait, c'est Eddie, quoi. Il s'appelle Marcus. Pour moi, la façon dont il est, la façon dont il est un peu toujours en train de négocier et tout ça, pour moi, c'était lui.
Donc lui aussi, voilà, je l'avais choisi par rapport à ça. Et qui a d'autres Jessica? Jessica, oui, Jessica. Ben, Jessica, voilà. Donc, on va dire une grande partie de mon casting était déjà fait, en fait. Même quand j'écrivais Jessica aussi, j'avais déjà tourné avec elle pas mal de publicité. En fait, moi, je viens du monde de la publicité. Et, euh, et voilà, donc Jessica, elle avait un peu aussi... pour moi, c'était clair que c'était elle, quoi. Elle avait cette force, ce caractère en elle. D'ailleurs, elle est aussi réalisatrice. Elle avait un film, d'ailleurs, Freda, qui était à Cannes il y a 3 ans. Donc voilà, et puis c'est une bonne amie. Donc voilà, c'est plus ou moins comme ça que le casting s'est fait. Et puis tous les autres, après, ben, on les a castés réellement. Voilà. Question. Vous êtes là maintenant que vous avez vu la projection. C'est quoi votre scène préférée du film? Moi? À vous, oui. C'est quoi votre scène Je préférée? vous laisse répondre. C'est assez difficile de dire, voilà, on préfère une scène plutôt qu'une autre, puisque en regardant le film, on a l'impression de faire un retour, de revivre tout ce qu'on a traversé, toute la péripétie. Merci Bruno. Mais je crois que moi, ma scène préférée, c'est la fin, parce qu'elle est tellement touchante et qu'elle est venue comme si on ne l'attendait pas. On est encore en train de rigoler et puis tout d'un coup on prend ça comme une baffe dans la gueule et je crois que c'est assez fort, c'est assez poignant. Ça nous montre vraiment que oui, le peuple haïtien, il est en train de souffrir et de rire aussi de sa souffrance pour pouvoir survivre ou pour pouvoir vivre. Mais en fin de compte, c'est sérieux ce qu'il vit. Et il ne faut pas rigoler avec ça. Olaf, tu veux? Bon, moi, je pense que c'est... contrairement à Patrick, moi, j'aime pas la fin, j'aime pas la scène, parce que je m'attendais pas à ce que Ralph meure. Normalement, ça aurait dû être moi, parce que j'ai fait les pires conneries dans le film, donc je me suis dit, ben, c'est à moi de clamser, quoi. Donc, voilà. Et malheureusement, c'est le mec qui a eu sa rédemption et tout à la fin, et c'est lui qui meurt, c'est pas moi. Ça m'avait vraiment un peu secoué. J'ai dit, mais pourquoi pas moi, en fait? Je voulais mourir à sa place, mais non, en fait, je devrais vivre avec ça comme un remords, en fait, pour le restant de mes jours. Mais la scène que j'ai vraiment aimée, qui était très difficile aussi d'ailleurs, c'est la scène de l'accouchement, où j'ai perdu des tresses, bien sûr. Parce que Laura a vraiment tiré sur ma tête et tout le monde gueulait, Dans la ville, c'était un vrai carnaval parce que tout le monde gueulait. Et Ludo, lui, il devait gérer le son et tout parce qu'il ne faut pas que ça monte. C'était fou, c'était le carnage en fait, cette scène. Et moi, je prenais mon pied de temps en temps, je prenais ma petite bouteille, voilà, je buvais pour me détendre un peu. Et puis, tout le monde gueulait en fait. Il y avait le bébé qui gueulait, la voiture qui gueulait, les gens qui gueulaient. Tout le monde gueulait, quoi. Et moi, je dormais. Et Patrick dormait, voilà. C'était super, c'était très super. Après, il y a la scène aussi où je devais pointer Laura avec mon arme. Ça, je ne l'ai pas trop aimé non plus parce que Laura était, bon, vraisemblablement enceinte dans le film. Donc, mettre l'arme sur la tête d'une femme enceinte, même si c'est pour le cinéma, c'est quand même un peu choquant. Et en plus, à chaque fois que je sortais du tournage, en fait, moi, j'allais négocier avec des kidnappeurs parce qu'il y avait ma copine à l'époque qui s'était vraiment fait kidnapper. Donc, du coup, le jour, je jouais un kidnappeur et le soir, je rentrais pour négocier avec des vrais kidnappeurs pour libérer ma copine. Donc, du coup, il y avait cette ambiguïté, il y avait ce truc, on ne sait pas où est la limite de la fiction, où est la limite de la réalité. Et c'est ce qui est intéressant, en gros, avec ce film, en fait. C'est un double jeu, c'est une mise en abîme, une remise en abîme à chaque fois. Et on en sort lessivé, on en sort vraiment épuisé, quoi. Mais si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. Moi, j'adore la scène avec le flingue, je te l'avais dit. Hein. La scène où ils vendent le flingue pour pouvoir réparer la voiture. En fait, j'adore tout dans cette scène. J'adore, déjà, je trouve que tout le monde joue super bien. Et... L'acteur est assassiné. Je sais, et il est mort en plus.
Donc voilà, mais je trouve qu'il joue extrêmement bien. Et en fait, j'adore tout. Je trouve que c'est une scène représentative du truc dans le sens où il y a de l'humour. En même temps, c'est quand même un truc de fou, quoi. Enfin, tu vois, tu vends un flingue. Il y a l'autre au téléphone qui rigole. Il y a personne qui se comprend et tout le monde est en train d'essayer d'utiliser tout le monde pour arriver à ses fins. Donc je trouve que c'est vraiment une scène représentative dans le ton et dans même ce de quoi parle le film in fine. Et j'adore la délicatesse. C'est comme élégant et vulgaire à la fois. Et j'adore ça. Le fait que c'est Ouais. Ouais, bon, moi, c'est difficile à dire parce que j'avoue que chaque fois que je vois le film, je suis un peu tellement stressé. Parce que pour moi, le film n'est jamais fini en fait. C'est ça le truc, c'est que j'ai toujours un ajustement, j'ai toujours envie d'arranger un truc, j'ai toujours envie de corriger un dernier truc. Les scènes que je trouve quand même très réussies sont les scènes du bidonville, les scènes d'accouchement, je les trouve quand même très bien, même si au niveau du son, je sais que c'est toujours difficile, mais voilà quoi, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent. Après ça, je trouve les trucs quand même réussis. La scène de kidnapping aussi, je la trouve quand même bien réussie aussi. Je trouve que les acteurs sont super dans cette scène. C'est quoi la scène du kidnapping? Là où on kidnappe Patrick et Laura, en fait. Ah, au moment où on le... D'accord. Avec Rihanna et tout. avec le Avec sourire. Rihanna et tout Là, ça. il sourit, il y a la musique qui monte. Ouais. C'est vrai que- Voilà, c'est les scènes que je trouve très bien. Après ça, oui, je suis très satisfait de mes acteurs. Après ça, voilà, quand il y a un réalisateur, c'est difficile de lui poser cette question-là. Donc, voilà, quoi. D'autres questions de l'audience? Ici? Moi j'en ai. Bonsoir, bravo. Moi j'en ai deux petites. La première, c'est est-ce que le court-métrage que vous avez réalisé qui introduit ce film, on peut encore le voir quelque part, on peut le découvrir, parce qu'il est dispo? Oui, alors en fait, je sais qu'il est disponible sur Amazon, enfin si on a Amazon Prime. Alors je sais pas comment ça se passe en Europe en fait, parce qu'il y a peut-être des problèmes de géolocalisation, mais en fait il faut l'acheter en fait. Voilà, mais il est disponible sur Amazon, donc il faut l'acheter en fait, parce qu'aux États-Unis, eux, ils peuvent le voir gratuitement sur le compte Prime. Et après ça, je sais qu'il est disponible aussi sur Tubi TV. Ça, je sais pas si ça existe ici en fait, voilà. Donc, c'est ça. Ok, ça marche. Et la deuxième question, c'était, je veux bien la rêve de la musique de fin. Pas celle dans le radeau dans le canoë, mais juste avant, il y a un chant qui est entonné par plein de monde. Des Alors, chansons de fin. Dieu Tout-Puissant, dans Dieu le bateau. Tout-Puissant. Donc Jésus va juger criminel. Non. Non, juste avant le Juste radeau. avant. Juste avant le radeau. Parce que c'est la même qui continue avec des lyrics très différentes. Non, c'est Dieu Tout-Puissant et l'autre c'est. C'est pas encore l'autre. C'est juste avant. Tu sais, c'est. Oui, c'est celle qui vient. Suis les gens là. Suis les gens. C'est pas Jésus. C'est une musique catholique, hein. C'est une musique Ouais. catholique. La plupart sont des musiques catholiques. C'est. Attends, redonne-moi le. Jésus va juger. Non, c'est pas Non, celle-là, c'est c'est celle celle juste avant. avant. À l'enterrement. Moi, je peux pas la chanter là maintenant. Ah oui, j'ai un blanc, Maintenant, j'ai un blanc, mais en fait c'est une musique catholique. Il faut que ça me revienne. J'ai pas le truc qui me revient. Là, j'ai le Dieu Tout-Puissant en fait qui est dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Bon, Mais c'est pas. Ça, c'est pour revoir. C'était un Shazam. Attends, mais je Mais je ouais, pourrais c'est te donner, pour je voir pourrais te donner en fait l'auteur en fait, enfin qui a repris la musique parce que c'est un chant catholique. Ok. Et La mer se déchaîne. Ouais, voilà, c'est la mer se déchaîne. ouais. Voilà. super. Voilà. Parce que Si ça la mer fait se déchaîne. chant marin. Si la mer se déchaîne, voilà. Ben voilà. N'aie pas peur de la mort. C'est Si la mer se déchaîne, ouais. Et c'est un chant catholique en fait qu'on chante à l'église en Haïti, enfin très souvent, puis je suppose les églises catholiques françaises aussi. Si la mer se déchaîne, c'est ça. Alors, il faut dire aussi que, pendant que tu parles de la musique, il faut dire que en Haïti, et c'est ce que je trouve très très bien, et aussi avec le film, ça reflète vraiment bien la réalité haïtienne, parce qu'en Haïti, on chante beaucoup. On chante beaucoup quand les gens ont des problèmes, quand ils font à manger, quand ils lavent les vêtements. Le chant accompagne toujours l'acte, l'action. On dirait que on a ça dans l'âme. C'est vrai. Un peu comme au bif, de toute façon, on chante beaucoup. Ah, Ouais, Et d'ailleurs, première mondiale à Sundance Ouais. et maintenant au BIF, Ouais.
Est-ce que tu peux comparer tes deux expériences, les deux? Ah, bah, c'est deux choses totalement différentes. Même si je peux dire que, en fait, déjà, même à Sundance, entre les deux projections que j'ai assistées, parce qu'à Sundance, il y a eu 4 projections. Moi, j'en ai assisté 2. Déjà, entre celles qui étaient à Park City, donc vraiment la ville du festival, et c'était très, très différent de celle que j'ai vécue à Salt Lake City, qui est une autre ville beaucoup plus grande. Alors, à Park City, en fait, il y avait une ambiance un peu similaire à celle-là, en fait. Ouais, c'était un peu comme vrai, ça. Hein. Les gens criaient, les gens réagissaient à fond. À la sonne d'accouchement, les gens ont applaudi au milieu. Quand Laura a pris l'arme, les gens ont encore applaudi. Donc, il y avait vraiment une ambiance très, très similaire à celle-ci. Après ça, à Salt Lake City, les gens étaient beaucoup plus sérieux. Mais ça ne me dérange pas du tout. C'est les Mormons. C'est vrai, mais ça ne me dérange pas du tout en fait parce que j'ai vu cette expérience déjà avec Carrefour où en fait quand on passe Carrefour en Haïti, et je pense que ça va être le cas avec Kidnapping Inc., les gens sont morts de rire. Et quand on a passé ça au Texas, Carrefour, c'était à Austin Film Festival, et là les gens ne riaient pas du tout. Ils prenaient tout au sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Mais oui, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas en fait. D'ailleurs, les gens sont beaucoup plus restés à Salt Lake City, là où les gens étaient tous sérieux. Tout le monde est resté pour le Q&A, mais genre tout le monde, quoi. La salle était remplie pendant le Q&A. Alors que à Sundance, alors que les gens applaudissaient et tout ça, j'avais la moitié de la salle qui est restée pour le Q&A. Donc ça veut dire, je sais pas comment le prendre, mais voilà quoi. Donc je connais un peu cette ambiance. Voilà, mais c'était super. Si c'est la moitié de la salle, c'est toujours. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Et j'avais une autre question, mais j'ai oublié. Ah oui, si. Est-ce qu'il y a une projection publique en Haïti déjà? Non, il n'y en a pas. Alors c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais pour le moment pas possible, on va dire, vu la situation. Donc on espère que les choses, on espère vraiment que d'ici décembre, ça sera possible, quoi, que les choses aillent un peu mieux. Et puis après ça sera d'aller. Alors on n'a pas de cinéma en Haïti, puisque après le tremblement de terre, on a perdu nos dernières salles. Et donc du coup, ce serait d'aller faire en fait des projections dans des hôtels, des projections un peu plus privées. Donc on fera ça. Hein? Ou en plein air, oui. Ça peut être possible en plein air aussi. Il faut juste qu'on fasse gaffe avec la pluie. Mais c'est possible aussi. Parce que nous, pendant l'été, en fait, c'est la période de la pluie. En décembre, oui, en décembre, c'est plus faisable. Ouais. Oui, bonjour, bravo pour le film. Ouais, le rythme incroyable et vraiment, ça m'a paru être une prouesse. Et moi, je réfléchissais en regardant le film. Du coup, est-ce que c'était compliqué à financer comme film parce que tu es le producteur dessus? Oui. Est-ce que je me disais, bon, combien c'est de plans par jour? Est-ce qu'il y a un moment donné où il y a une limite? Avec lui, non. Voilà. Est-ce que ça. J'ai un assistant qui est en train de rire, ma script qui est en train de rire, tout le monde est en train de rire. Non, parce que souvent, je sais que sur les tournages, on a un nombre de plans et puis on se dit, bon, celui-là on le vire, celui-là on le vire, ou il y a d'autres tournages où en fait il y a un nombre de plans et on en rajoute. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'était l'énergie, qu'est-ce que c'était les limitations sur le tournage. Ça n'existe pas, ça n'a pas existé. Je ne connais pas trop l'Haïti. Les prix, etc. Mais le budget du film, est-ce que c'était un budget OK ou en fait, le film tout entier, avec post-production et tout, au final, on est à 2 millions. Donc, pour les Américains, ce n'est rien du tout. J'imagine que les salaires sont plus bas en Haïti. Oui, les salaires sont plus bas, mais la vie en Haïti est quand même très chère, en fait. Donc tout est, en fait, les loyers par exemple des appartements, c'est quoi? C'est 1500-2000 $ par mois US, quoi. Donc c'est des, voilà, la nourriture est très chère, tout est assez cher quand même. Après ça, c'est vrai que les salaires sont beaucoup moins chers et on a une extension du temps, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas autant limité en termes de temps, mais les journées de tournage coûte environ 7000 $ selon les producteurs. C'était environ 7000 $ par jour de tournage. Après ça, dépendamment des scènes aussi, hein, mais ça peut monter jusqu'à 10 000 quand on est dans un bidonville ou des trucs comme ça. Mais voilà. Après ça, en fait, voilà, c'est ce que je dis. Tourner à Hollywood, c'est ça va être la différence pour moi, c'est que j'aurai beaucoup plus de limites. Malgré que c'est moi qui dépensais de ma poche et que je me suis mis dans un trou pas possible,
et je le dis sérieusement en fait. Et ça a un peu tiré une grande partie de ma famille avec, dans la mesure où je me suis pas donné de limite en fait. C'était mon premier film, donc j'ai vraiment voulu aller jusqu'au bout. Et on va dire que voilà quoi, c'est un peu au détriment du budget et au détriment des fois de l'équipe aussi quoi, parce que voilà, certaines personnes en avaient marre quoi. Non, en fait, j'ai juste devant toi le producteur français et un producteur canadien qui s'est plus occupé de la post-production. Donc c'était Samuel qui a quand même été, je pense, voilà, très enfin, il a supporté un peu, voilà. Soutenu. Ouais, soutenu mon côté un peu. Parce que supporter, c'est encore autre chose. Mais on l'a supporté aussi. Ouais, je sais pas, supporter, soutenu, oui, c'est un peu les deux, quoi. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vraiment été dans mon délire, quoi. Et en fait. Il a avoué. Et en fait, voilà, donc ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. C'est-à-dire que le budget initial du film, je crois, était 800 000, un truc comme ça. Donc on a doublé le budget, en fait. Voilà. Là, après, les 800 000, ça incluait la post-production, les 800 000 ouais. Donc oui, on a doublé le budget carrément, quoi. Donc voilà. Après ça, comment je me suis financé? J'ai fait 3 prêts à la banque et j'ai ma famille en fait qui m'a beaucoup supporté, enfin soutenu. Supporté. Voilà, donc en fait je dois beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. Je crois que, alors Guillaume, tu me diras, c'est quoi, 25 plans par jour? Ouais. 20 et 25. Entre 20 et 25 plans par jour. Hein. Je pensais que c'était 500, mais bon. Alors, je dois faire une précision. Je sais pas, c'est peut-être au détriment, mais c'est une réalité. La première session de tournage n'a pas aussi bien roulé que les 2 dernières sessions. La première session, on va dire que on a tourné la première session 45% du film et on a tourné, qui était la plus longue. Et on a tourné tout le reste du film en beaucoup moins de temps. Donc je pense aussi qu'il y a eu une sorte... Il faut dire que ce genre de film, ça ne se fait pas en Haïti. C'est la première fois qu'un film comme ça s'est fait. Donc on a trouvé notre rythme. C'est vrai que aussi Guillaume n'était pas notre premier assistant à la première partie. Alors il y a bien sûr mon côté à moi où je suis un peu excessif. Il y a une très mauvaise préparation due à beaucoup de manifestations et tout ça. Même enfin, on ne pouvait pas aller sur les décos et tout ça à cause des fois les rues étaient complètement bloquées. Donc il y a eu aussi cette première semaine où les équipements ne sont pas arrivés. Donc la première session de tournage, je peux la considérer catastrophique. Je fais partie du problème, mais elle a été catastrophique. Catastrophique. Les 2 dernières sessions, on est resté relativement dans notre timing. Hein. On n'a pas dépassé vraiment, à part, bon, il y a eu le kidnapping et tout ça, mais on a eu le kidnapping plus la semaine du tournage des équipements qui n'ont pas été débloqués. Mais on a gardé notre timing dans les 2 et 3e sessions. Mais la première session, c'est une catastrophe totale. Mais il n'y a pas d'industrie du cinéma. Ça n'existe pas. Ouais. Donc c'est parce que vous demandiez comparé à, je ne sais pas comment c'est en Haïti. Il n'y a pas. Ouais. Donc il n'y a rien à comparer en fait. Ouais. Il était tout seul en train de se dire je vais essayer de faire mon truc. Ouais. Et par exemple, il y a des scènes, il y a une scène avec la police là qui a 17 jours. Ouais. Pour donner un exemple d'une scène, tu vois, la scène où le policier vient et il demande de l'argent aux 2 17 jours, quoi. Ouais. Cette scène, par exemple, éclater la vitre là à la fin, quand il tire avec la vitre, celle-là, on a pris la journée. Que je l'ai fini avec ma On a pris la journée pour non, je parle de la vitre qui tire la scène à la police. On a pris toute la journée pour faire un plan. Donc c'est un peu ça. Je sais pas en fait. C'est un peu compliqué parce que il n'y a pas, par exemple les cascadeurs, tous les gars dans les explosifs et tout ça, ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour faire certaines choses. Donc ils bricolaient en fait les choses pour pouvoir les faire en fait. Donc on avait des trucs qui explosaient pas, des trucs qu'on devait refaire et voilà, c'est pas une industrie où on se dit on vient, ça éclate et puis on a le plan avec 5 caméras et puis on avance quoi.
Donc oui, c'est vrai que c'est un peu différent, quoi. Après ça, bon, il y a moi aussi. C'est un autre réalisateur aurait peut-être été plus vite. Mais bon, il faut dire aussi qu'on connaît Bruno depuis très longtemps. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui, à accepter qu'il nous maltraite. Et pour moi, c'était la dernière fois. Pourquoi il arrête? On ne sait pas. Non, il a arrêté avant moi. Faut pas dire ça. Il a la foi. Ça doit être ça. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, on est prêt à... Ah, si? Oui, vas-y. Et il y a un micro? Voilà, une petite question par rapport au jeu d'acteur. Est-ce que vous pouvez expliquer le processus? Donc, il y a évidemment le tournage, mais avant le tournage, comment ça se passe avec les acteurs au niveau, voilà, des répétitions? Oui, alors en fait, j'ai pu réunir Patrick, Samuel qui joue Doc, Jessica qui joue Laura et Olaf Thon pendant une semaine. Et donc, on a pu répéter une semaine en fait toutes les scènes. Et c'est là en fait, c'est aussi ma façon de travailler, c'est que j'aime bien diriger mes acteurs quand j'ai un petit peu plus de temps, c'est-à-dire pas les jours de tournage. Donc, on a vraiment répété avec 4 chaises les scènes de voiture. Et les scènes ont évolué pendant la répétition. Donc, des fois, je réécrivais certains dialogues, surtout Olaf Thon qui adorait improviser. Voilà, on a voilà, travaillé avec eux, c'est-à-dire que je filmais même en fait les répétitions et puis je réécrivais, on changeait un peu le truc. Donc, c'est une façon en fait de leur donner le maximum de possibilités d'improvisation avant le tournage. Mais après ça, c'est comme si on bloque les choses en fait. Alors, c'est vrai, mais pas tout à fait. Par exemple, la scène où il éclate la vitre, ce n'était pas une scène qui était faite comme ça, en fait. Et il a réellement éclaté la vitre, donc il s'est blessé et tout ça. Parce qu'en fait, encore, problème d'explosif, la scène, la vitre n'a pas éclaté. Et heureusement, parce qu'on avait, je crois, 2 heures ou 3 heures, on devait arrêter le tournage pour remettre les explosifs et tout ça, comme ils les font manuellement et tout ça. Ça aurait pris 3 heures, en fait. Et on devait, c'était notre dernier jour de tournage, avant de partir sur un autre lieu de tournage. Et là, lui, il a décidé d'éclater la vitre réellement, d'où le fait qu'on le voit qui éclate la vitre. Et par exemple, Doc qui hurle sur lui pour lui dire « Mais t'es complètement malade et tout ça, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous ?» Il le dit réellement, en fait. Et moi, je l'ai entendu dire ça. Donc nous, on était heureusement sur lui, la caméra était sur lui quand c'est arrivé. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, en fait, on va faire un plan sur Doc et tu vas rejouer comme tu as gueulé réellement sur lui pour lui dire d'arrêter de péter la vitre, est-ce qu'il est malade? Et c'est comme ça, en fait, que cette scène a complètement shifté, en fait, alors qu'elle n'a pas été répétée comme ça du tout, en fait. Donc, on a répété beaucoup, bien bloqué les choses, mais il y avait toujours une marge d'improvisation possible, en fait. Voilà. Il y a un grand merci, en tout cas, pour toutes ces réponses et pour ce film, tout simplement parce qu'il faut encore le répéter. Ce fut un plaisir de le découvrir. J'espère que vous passez un excellent moment au biche. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec le Q&A. Si vous voulez, voilà. Oui, on peut continuer les conversations autour d'une bière, ou si vous voulez vous coucher, je sais pas. Mais on est là. S'il y a des gens qui veulent nous poser des questions, on est disponible. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.